7 avril 2026, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. À vous deux, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler évidemment de ce qui s'est passé au conseil de ville et entre autres, un des points majeurs, c'est au niveau de la municipalisation du secteur Sonnent. Donc, 6 rues, une soixantaine de propriétés qui sont touchées par cette municipalisation-là. Et là, ben, vraiment, on voit que ça va de l'avant, des contrats sont donnés, de l'asphaltage s'en vient et tout ça. On en parle dans quelques instants. En ouverture d'entrevue, j'avais envie qu'on se penche sur l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique. C'est une demande qui est faite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. C'est une demande qui est faite évidemment par la régie de Quaticook qui gère les déchets de Sainte-Catherine-de-Hatley, mais aussi de plusieurs autres municipalités autour. Et on a déjà parlé ensemble de ce sujet-là. On sait que le lieu d'enfouissement actuel arrive en fin de vie d'ici quelques années. C'est plusieurs hectares qui sont pleins de déchets. Et là, ben, on doit agrandir. Et la CPTAQ n'a pas l'air chaude à l'idée de d'octroyer un agrandissement. Monsieur Demers, vous êtes sur le comité. Euh, Qu'est-ce qui fait penser là, pour l'instant que la CPTAQ pourrait aller à l'encontre? Est-ce qu'ils ont officiellement dit non déjà? Non, officiellement, ils n'ont pas dit non. Ils envoient toujours un avis avant pour dire non ou oui. L'avis est négatif pour l'instant, celle qui est rentrée. Mais souvent, ils utilisent aussi cette stratégie-là pour rencontrer les gens, pour leur poser des questions, pour bien comprendre le dossier, puis voir l'impact sur l'agriculture. Et donc là, on avait 23 hectares qui sont, somme toute, pratiquement pleins, et on en demande 25 hectares de plus qui sont à gruger sur des terres agricoles environnantes ou si c'est déjà un terrain qui appartient à la régie. Exactement. C'est un terrain qui appartient à la régie depuis, je crois, 82. C'est un terrain qui n'est pas utilisé d'aucune façon pour l'agriculture, mais qui est en territoire agricole. C'est de là où ce que la CPTAQ a son mot à dire. Je fais partie de ceux qui passent devant la commission la semaine prochaine pour faire présenter nos arguments de ce côté-là. Évidemment, on va expliquer que on croit que c'est le bon site. Le site est déjà en place. On n'est pas une régie qui est en croissance, au contraire. On met encore, malgré toutes les municipalités qui sont rajoutées à la régie, on est une vingtaine de municipalités sur ce site-là. On est en diminution. On met le même tonnage aujourd'hui qu'on mettait en 2008. On parle d'à peu près la même quantité, puis tout le monde s'en va en diminuant. Ce qu'on veut, c'est continuer. On pense que le site est adéquat, puis de penser à un nouveau site sur nos territoires. On voit le débat. Là, c'est déjà installé. On a déjà aussi bien la machinerie est installée avec des bâtiments, avec des chemins qui sont faits. Si on pense à un nouveau site, là, on va avoir besoin énormément plus d'ancrage et l'impact environnemental sera beaucoup plus grand et pour l'agriculture, possiblement aussi, puisque difficile de trouver aussi grand dans nos territoires sans parler de territoire agricole. La régie comme telle, donc vous dites, est déjà propriétaire de ce terrain-là. Et il est grand comment le terrain en tout et partout, là? Est-ce qu'après ça, dans 35-40 ans, la régie va pouvoir redemander pour un autre agrandissement d'un site d'enfouissement sur son terrain actuel ou si là, somme toute, avec la nouvelle demande, on arrive à pleine capacité du terrain possédé par la régie? J'ai une réunion préparatoire cet après-midi. Il y a des choses que j'ose pas sortir des chiffres. J'aurais peur d'être en erreur là-dessus. C'est ce qu'on va aller chercher. Mais évidemment, ce qu'on demande là comme construction, c'est pour des dizaines et des dizaines d'années. Puis d'ici ce temps-là, souhaitons qu'on enfouisse le moins possible. Quand on peut mettre en récupération, quand on peut mettre au niveau du compost, on n'a pas à prendre de terre nulle part pour ça. Puis je pense que c'est vraiment le but de ce côté-là. J'ai hâte de voir la réponse de la CPTAQ.
Donc, dossier à suivre finalement et pour la municipalité, évidemment, et pour toute la région. Demande de financement, on va rester un peu dans le domaine environnemental. C'est un petit montant, mais quand même un montant qui aura un gros impact s'il est combiné à toutes les autres municipalités qui donnent. C'est l'Action Lac Magog qui demandait une subvention de 7 500 pour le nettoyage du fond du lac et de la rivière Magog, l'établissement de zones et corridors de navigation et une campagne de lutte pour le phosphore. Donc, la municipalité va de l'avant. Est-ce que c'est la première fois qu'on finance directement Action Lac Magog ou si c'est une subvention plus ou moins récurrente, là, année après année? Moi, je me rappelle pas de temps avoir vu un montant comme celui-là pour Action Lac Magog. Il n'y en a pas eu nécessairement à chaque année, mais oui, puis souvent ce qu'on veut, c'est pas. On veut éviter de mettre de l'argent dans de l'administration, mais dans des choses concrètes. Puis on est chanceux d'avoir au niveau de nos lacs des gens, des bénévoles qui s'impliquent beaucoup pour la protection de leurs lacs. Le montant qui avait été demandé, quand même un peu plus élevé, était de 7 500. Le montant octroyé, c'est 4 000. C'est ce qui restait dans le fond, dans le budget. Puis on leur signifie aussi, si vous avez des beaux projets comme ça pour l'année suivante, au moins essayez de nous les amener pour le mois d'octobre lorsqu'on fait les budgets pour être prêts pour une année suivante. Mais on est convaincu que de l'argent investi au travers des associations de ce genre-là est souvent le meilleur argent qu'on peut investir. Ces gens-là, ils mettent aussi beaucoup de temps de bénévolat pour essayer d'améliorer la qualité du lac. Et comment il est actuellement, vous diriez, le lac Magog, si on compare là, sur une dizaine d'années? On nous dit là, qu'on veut faire une campagne de lutte au phosphore. Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment eu une augmentation marquée là, du phosphore dans l'eau du lac? Dans les faits, si on regarde les analyses de 2025, on va trouver que l'augmentation est énorme. En même temps, il faut se rappeler que 2025 a été une année assez exceptionnelle au niveau des puits, où il n'y a pas eu beaucoup de puits. Les lacs étaient très bas. Ça fait qu'évidemment, la concentration amène un pourcentage plus élevé. On veut le regarder sur une période plus longue pour bien comprendre. Est-ce que c'est un cas unique à cause que le niveau était bas? On avait peut-être le même phosphore, mais dilué dans une moins grande quantité, or donc qui ramènent des chiffres plus élevés. C'est pour ça que ces chiffres, ces analyses-là sont importantes, de les voir puis de les voir d'une façon historique pour les voir varier. Puis normalement, on essaie toujours de prendre des échantillons dans différentes périodes où ce que c'est sec, où ce qui pleut, où ce qui... Mais des périodes qui pleuvaient l'année passée, où ce que, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça fait on est en questionnement sur ces éléments-là. Ça fait que, clairement, je ne suis pas capable de vous répondre. Évidemment qu'il y a eu des améliorations. Évidemment, quand on sait que des usines jetaient des quantités, voyait des couleurs assez incroyables dans ce lac-là, dans la rivière, il y a encore quelques dizaines d'années, ben, je pense que ce côté-là, les gens font du moins plus attention. Voyons si on est capable de réussir à le protéger suffisamment. Très bien. On va se tourner maintenant vers le point annoncé à l'ouverture d'entrevue, donc la municipalisation, pardon, du secteur Sonnent. On a là-dedans les rues des Muguets, des Camélias, des Anthuriums, des Lilas, des Jonquilles et des Tulipes. Donc un quartier bien fleuri. Et c'est un dossier qui est allé à une rapidité, somme toute, impressionnante pour une démarche de municipalisation, puisque c'est au printemps 2025 que des citoyens se sont présentés pour la première fois au conseil de ville là, pour voir quelles étaient les possibilités, insatisfaits qu'ils étaient de la condition des rues, de l'entretien et tout ça. Et là, voilà que, somme toute, un an plus tard, 3 900 000 $ sont débloqués au budget pour faire l'acquisition de gré à gré des terrains nécessaires à à la municipalisation. Et éventuellement, ben là, il y a toutes sortes de travaux. On a déjà 100 000 $ à la municipalité qui sont engagés pour la préparation des travaux à venir. Monsieur Demers, point important à souligner pour nos auditeurs, c'est que vous êtes vous-même un résident de ce quartier-là. Euh, Ce qui fait que vous vous êtes retiré. Vous me l'expliquiez en pré-entrevue. Vous vous êtes retiré et vous n'étiez pas vous-même un des moteurs de cette municipalisation-là. Pouvez-vous nous faire un petit historique là, pour le bien de vos citoyens? C'est un développement qui date, que j'habite là, moi, déjà depuis 28 ans.
Puis je voulais être sûr qu'un dossier qui touche la municipalité soit complètement à l'extérieur. Ça fait que les gens, toutes ces années-là qui ont passé, ça fait quelques fois que les gens regardaient, finalement, déménageaient, le dossier avançait pas. Cette fois-ci, les gens qui l'ont pris en main étaient prêts, ont fait leur démarche rapidement, mais la municipalité est plus près que jamais aussi parce que là, on a de l'expertise qu'on a pris dans les dernières années. On a des formules qu'on applique exactement de la même façon à chaque endroit. Mais à ça, moi, je me suis dit, faut pas que je prenne de chance. J'étais à l'extérieur. Ça fait que lors de la table de travail de la municipalité, j'ai quitté carrément la salle. Hier soir, lors de l'Assemblée, j'ai laissé ces bouts-là présidés par Mme Larose pour pas avoir de lien. Mais outre ça, peut-être un point qu'on a ramené aussi hier, qu'il faut ramener. Après ça, je laisserai le point technique qu'elle reste à M. Marin. Quand on parle d'acquisition de terrain, il faut s'entendre que c'est des terrains qui sont donnés. La municipalité ne paie aucun terrain à personne, là. Tu sais, ces choses-là. Il n'y a pas de transaction de ce côté-là. Il y a une transaction puisque le terrain passe de privé à la municipalité, mais il n'y a pas d'argent transigé. L'argent est là et le pourcentage par les citoyens qui doivent payer localement est le même qu'on a fait dans tous les rues qu'on a eu à privatiser. Euh, Donc, c'était intéressant. C'était la question que j'étais pour ah, vous ça administre. poser. C'était la question que j'étais justement pour vous poser là, sur l'acquisition de gré à gré des terrains nécessaires. Est-ce qu'il y avait de l'argent pour les résidents ou pas du tout? Il n'y en a pas. Donc, les résidents cèdent une portion de leur terrain pour pouvoir élargir la rue, pour pouvoir mettre ça conforme dans le fond. C'est un peu comme ce qu'on retrouve dans les autres cas de municipalisation, là, c'est ça? Je Non, pourrais pas, laisser M. Marin y répondre, mais non, il n'y a pas eu besoin de céder. Il était déjà en place, M. Marin. non, ce qu'on acquiert, c'est les rues. Les rues ont entre 15 et 16 mètres de large. Une rue normale a 16 mètres de large. Donc, ces rues-là sont complètement conformes à la largeur. Donc, c'est des rues c'est des lots. Les rues sont pareil, numérotées par des lots. On parle d'une quinzaine de lots parce que c'est entrecoupé. Donc, trois propriétaires au total qui possèdent les 15 lots, euh, dépendamment du nombre de lots là, chacun a. Et c'est ça qu'on en fait l'acquisition à titre gratuit. Ça va être marqué dans le projet de règlement se trouve présentement sur le site. Donc, les gens peuvent le consulter. C'est marqué dans le projet de règlement que c'est à titre gratuit. Et bien sûr, on avance dans le projet de municipalisation, mais tant que le règlement d'emprunt n'est pas approuvé par le ministre, il n'y a rien qui peut se faire d'acquisition de ces, Et donc, le règlement d'emprunt de 3 900 000, il ouais. vise simplement des travaux de mise à niveau, des travaux de canalisation. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, au juste, M. Ben, Marin? c'est de refaire les routes au complet. Donc, on refait l'infrastructure au complet des routes et on parlait d'environ des projets de 2,9 millions. Et les élus, on a demandé à nos ingénieurs si on le mettrait l'asphalte dessus, qu'est-ce que ça coûterait de plus? Parce que si on fait l'asphalte plus tard, il faut refaire la surface finale pour recevoir l'asphalte et refaire la mobilisation, démobilisation. C'est un coût qu'on n'aura pas à payer si on le fait en même temps. Et cette partie-là va être payée par une subvention qui vient de la TFCQ 2024-2028. C'est marqué dans le règlement d'emprunt avec de ce côté-là. Donc, Donc, les élus, enveloppe globale, 3 900. Là-dessus, il y a 1 million pour l'asphaltage. Ce million-là ne sera payé par la subvention, donc ne sera pas attribué à la dette. Dette non, qui, elle, sera donc de 2,9 millions. honnête, là. Séparé 40-60, là, 40% pour les résidents des rues visées par les travaux, Oui, 60% payés par le reste de la municipalité, là, comme dans les autres ça, cas de municipalisation, nous en disait M. plein ça, ouais. Demers. C'est ça. Donc, là, on a fait faire une étude préliminaire pour évaluer ces coûts-là. Et là, il faut faire des plans de vie pour voir, ouais, on est-tu capable de la faire à ce prix-là? Notre expérience passée le démontre, mais on connaît pas le présent n'est pas le futur. On n'est pas Le garant passé n'est de, pas garant du présent. c'est ça, je cherchais. Donc, on avance, mais pour faire des plans de vie, compte tenu qu'on fait une infrastructure au complet qui est plus ou moins connue, donc il faut faire des tests de sol et de la topographie.
pour pouvoir établir les plans de vie et le devis de construction de ce côté-là. Et tout ça est en marche puisqu'on a octroyé, et puis on ne passera pas nécessairement au travers de tous les contrats parce que sinon l'entrevue serait juste trop longue, Hmm. mais on a octroyé déjà pour 100 000 de contrat. On a une firme d'ingénieurs, on a des gens qui vont s'occuper de la topographie, d'autres qui vont s'occuper de l'étude géotechnique. Les prix étaient bons, les soumissions étaient bonnes d'après C'était vous. bon. Il y avait des grosses variations, par contre. Il y en avait là, que ça variait du plus bas au plus haut. Il y avait 60-65% de plus. Donc, encore là, le marché est très compétitif dans ce temps-ci, là. On Ce le qui est voit dans bon les pour la discussions. municipalité, dans le fond, là. Oui, 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 oui. Puis on Ça a a toujours été, l'équipe d'ingénieurs qui évalue ces coûts-là avant. Donc, on a l'évaluation en plus de l'ingénieur qui nous dit, tel coût va sortir à 70 000 puis il sort à 54 000 par exemple. Donc, on voit là, que le marché est très bon, très Et compétitif. la municipalité en a profité aussi d'ailleurs de ce marché-là dans d'autres contrats qui ont été accordés là, au cours de la séance du mois d'avril. Entre autres, au niveau du rechargement des chemins, vous me disiez, Monsieur Marin, en pré-entrevue, que vous avez même payé moins cher que l'an dernier là, au niveau du prix à la tonne. Ouais, c'est un prix, notre chargement, on demande toujours un prix, transport, la fourniture, le transport et la pose de la pierre concassée. Et le même entrepreneur nous a soumissionné quasiment 1,50 $ de moins de la tonne là, par rapport à l'année passée. Donc, Comment expliquer ça dans un contexte où tous les prix augmentent, le prix de l'essence explose? Comment se fait-il que les soumissions, tout à coup, au niveau des municipalités pour vous, soient si basses actuellement? Est-ce que vous avez une réponse, Monsieur Marin? c'est qu'en allant en compétition, mettant des gens en compétition, on a toujours de 7 à 8 soumissionnaires sur nos soumissions. Donc, on a beaucoup de monde mais on voit là, mais on voit là que les gens, il y a deux groupes, là. Il y a un groupe qui se regroupe en entour du prix qu'on a, puis il y en a un autre groupe qui se regroupe un peu plus cher. Donc, c'est pas quelqu'un qui sort du lot, là, c'est quelqu'un on a pareil deux, trois soumissionnaires qui sont pas mal dans le même prix. Donc, c'est les prix de marché. Oui, puis en même temps, je pense qu'il faut peut-être essayer de comprendre aussi le marché. C'est toujours difficile à lire, mais l'impression qu'on a, on est avec un gouvernement qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a des chances qui n'investissent pas énormément au niveau des routes. Mais ces entrepreneurs-là ont besoin d'ouvrage. C'est que si tu veux avoir de l'ouvrage, il faut que tu sois le plus bas soumissionnaire. Ça a un impact, selon moi, aussi, jusqu'à temps que l'économie est relancée. Puis là, des fois, ça a l'effet contraire, où ce que les gens soumissionnent plus haut que leur coût qui ont vraiment besoin en se disant, mais si je l'ai, je vais me chercher des surplus à ce moment-là. Le système de soumission est quand même toujours une pression difficile d'un sens comme dans l'autre. Présentement, on a tendance à penser favorable aux municipalités. Vous en avez profité aussi de ce système-là au niveau du contrat pour l'asphaltage, le travaux de voirie et de pavage du chemin des sommets. Un 170 mètres de chemin, c'est pas long, c'est pas gros, mais vous avez réussi à sauver de l'argent, on pourrait dire, puisque les prévisions budgétaires étaient plus élevées que ce que vous avez reçu comme prix. Monsieur Marin, vous me le disiez aussi en pré-entrevue, là. Oui, oui, parce qu'on avait estimé les travaux à 170 000, coût net qu'on appelle, moins parce qu'on récupère la TPS, c'est 50% TVQ, et ça a sorti 128 000 plus taxes. Parce que les soumissionnaires doivent toujours mettre les deux taxes dans leur soumission. Donc, c'est une soumission publique, donc c'est pas nécessairement les municipalités. Ils soumissionnent pour tout, le système sert à d'autres que les municipalités. Et donc, le 128 000 inclut les taxes ou ne les inclut Oui, pas? inclut les deux taxes. Donc, on peut Inclut parler d'un les... coût net de municipalité en autour de 115 000. Donc, Donc, bien en dessous de ce que vous aviez oui, projeté à oui. la base. Au niveau de la bas poussière, est-ce qu'on a eu aussi un prix qui était surprenamment bas ou si là, c'est à peu près comme l'an passé? On a changé de fournisseur cette année. Notre fournisseur nous avait remonté un peu, mais on a eu le même prix, environ le même prix que l'année passée avec ce fournisseur-là. Donc, on est à plus ou moins 90 000 litres d'abat poussière pour l'année 2026. C'est la même quantité, ça, j'imagine, d'une Oui, année à l'autre, ou si oui. on diminue parce que on a asphalté certains bouts de chemin, donc on en a besoin de moins ou
De ce temps-là, on se crée une réserve pour des fois, dans le milieu de l'année, on doit repasser à certains endroits. Donc, on ne veut pas dire qu'on va dépenser plus que le 90 000 litres dans la première phase de la poussière qui est prévue au mois de juin. On termine l'entrevue avec l'octroi d'un contrat aussi pour l'étude de mise à niveau de la patinoire extérieure. Et je me souviens, me semble-t-il, de la mise en place de cette patinoire-là. Elle n'est pas si vieille que ça, mais là, il faut déjà refaire l'asphalte de sous la patinoire comme si des 18 roues étaient passées là-dessus, je ne sais pas trop. Que se passe-t-il avec cette patinoire pour que en quelques années seulement, ou sinon vous me corrigerez, là, on en soit rendu à devoir faire une étude de mise à niveau? Si Monsieur monsieur Demers ou Monsieur embarqué, Marin? pas de problème. Oui, mais les années passent vite. Remarquez bien que ça fait. J'ai pas le chiffre juste de la construction. Je ne sais pas si monsieur Marin l'a en main. Non, je l'ai Mais, pas. on parle de plus d'une dizaine d'années quand même là, ou d'environ. Là, je me souviens pas juste du laps de temps de ce côté-là. Oui, ça a travaillé beaucoup. Puis peut-être qu'on aurait dû investir un peu plus à ce moment-là, c'est-à-dire dans ce qui est sous le sol, mettre du ciment au lieu de du ciment, excusez, mettre du béton au lieu de mettre de l'asphalte, des choses qui nous permettraient, parce que là, les gens nous parlent beaucoup de jeux de pickleball, parlent d'autres choses l'été aussi, puis on s'aperçoit qu'on a à mettre à niveau, puis nos bandes doivent être travaillées aussi tout le tour. Ça fait que c'est ce qu'on est en train de regarder comme estimé si on avance ou pas dans ce sens-là. La chose étant aussi, j'imagine que la patinoire est peut-être moins utilisée qu'avant. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont patiner? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont jouer au hockey chez vous l'hiver? Là, on a eu un hiver particulièrement froid. Est-ce que ça a été bien utilisé? Ben, les 2 dernières années, oui. Vous m'auriez demandé ça il y a 3 ans, je vous dirais vraiment pas. Je pense qu'on avait eu 10 jours dans toute l'année que la patinoire, on aurait pu considérer qu'elle était correcte. Puis ça ne veut pas dire que ça tombait les fins de semaine. Ça fait que c'était assez décourageant à ce moment-là. Ça fait qu'on là, on y pense, mais on le pense aussi sur le principe qu'il faut que ça serve l'été, il faut que ça serve en différentes périodes de l'année pour investir de ce côté-là, parce que seulement que l'hiver, les hivers sont pas toujours adéquats pour. Puis de carrément réfrigérer tout ça, les coûts sont très élevés de ce côté-là, mais c'est toutes des options qu'on doit observer aujourd'hui pour prendre des décisions. C'est vrai qu'on avait déjà parlé il y a quelques mois de cette option de la réfrigération là, qui était envisagée ou en tout cas regardée chez vous parmi les options. Au niveau de la patinoire, dans son format actuel, combien de terrains de pickleball peuvent être installés sur la longueur de la patinoire, là, le savez-vous? Il me semble qu'ils m'ont parlé de 3 ou 4 terrains qui étaient facilement installables. Ils s'interrogeaient, étant donné la longueur, s'ils gardent aussi un terrain de tennis puis un terrain de pickleball. Il y a différentes choses, puis on va vouloir entendre les gens là-dessus aussi, là, parce qu'on ne prend pas réellement de statistiques du nombre qui viennent jouer au tennis. On sait que le pickleball, présentement, il y a une mode assez incroyable et beaucoup, beaucoup de joueurs de ce côté-là. Très bien. Donc, dossier à suivre. Est-ce que c'est avec le comité des loisirs ou qui, justement vient tâter le terrain des citoyens là, que vous voulez euh, C'est desquels vous voulez avoir l'opinion, là? C'est même des bénévoles qui amènent les filets et tout ça de pickleball, qui mettent, qui enlèvent, qui aimeraient ça avoir des choses peut-être plus fixes de ce côté-là. Ça fait on est en réflexion. Cet été, présentement, ce qui va se passer, c'est une réflexion sur l'ensemble. Ça fait que s'il y a des gens qui ont des opinions, peu importe lesquelles là-dessus, c'est le temps de se faire entendre. Auprès Et pour se faire entendre, donc, on se présente à auprès la de la mairie, on municipalité. écrit. Exact. On peut écrire, se présenter, venir au conseil. Les conseils sont publics à tous les mois. N'hésitez pas à 6 heures le premier lundi du mois. Regardez quand même, parce que des fois, il y a des petites variantes comme cette semaine avec le lundi de Pâques, mais normalement, c'est toujours à cette date-là. Venez en discuter, on veut vous entendre. Jacques Demers, Marc Marin, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve au mois de mai pour le suivi du Conseil de ville à ce moment-là. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue et toute l'information, de même que cette invitation à vous faire entendre vous-même sur l'utilisation de la patinoire et du terrain pour la saison estivale. Au microphone,
Rémi Perra.